On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Anne Niva, reporter de guerre indépendante. Bonjour Anne. Bonsoir. Et Bruno Darou, chroniqueur international ici même à France 24. Bonjour Bruno. Bonsoir Raphaël. Et vous nous parlerez de cette triste actualité, plus de 2700 morts, au moins 11 000 blessés, le dernier bilan du séisme et ses répliques qui ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Des zones en proie au froid et à la neige qui compliquent le travail des sauveteurs et les conditions d'hébergement des rescapés. Et puis Mahamat Idriss Déby Itno en visite ici même à Paris, le président de transition du Tchad qui rencontre Emmanuel Macron à la veille de l'étape que réalise le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, à Bamako, demain pour consacrer l'union Russie-Mali et le départ de la France de cette région qui du coup réorganise donc sa présence dans la lutte anti-djihadiste. On en parlera dans un instant, c'est On va plus loin. Le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie à l'aube et en milieu de journée. C'est donc un bilan extrêmement élevé. Cerise Sudry-Ledu, vous êtes pour France 24 à la frontière turco-syrienne, à proximité immédiate de la zone du sinistre. Un bilan qui risque encore de s'alourdir tant cette zone du sinistre est étendue. Oui, la zone est extrêmement peuplée. Pour vous donner une idée, la ville de Gaziantep, qui est tout près de l'épicentre du séisme, fait plus d'1,8 million habitants. Et comme vous l'avez dit, là je suis dans le sud de la Turquie et tout le monde est sous le choc. On ne parle évidemment que de ça. Et même si l'endroit où je suis est actuellement assez préservé, les secousses ont été très fortement ressenties et beaucoup d'habitants me disent qu'ils vont dormir dehors ce soir par mesure de précaution car ils craignent de nouvelles secousses. Alors sur place, près de l'épicentre, les nouvelles sont dramatiques. Un habitant des zones touchées me dit par exemple qu'il ressent une nouvelle secousse toutes les 20 minutes. Les habitants sont terrifiés. Le bilan est encore très très provisoire. Beaucoup d'habitants sont d'accord d'ailleurs sous les décombres. Il y a eu même certains qui appelaient à l'aide sur Twitter, ne voyant pas les secours arriver. Il y a quelques minutes également, j'ai reçu plusieurs nouvelles de la ville d'Antakya dans lesquelles les secours n'arrivent pas à parvenir. Il faut dire qu'il fait très très froid, ce qui complique les secours. Alors il a beaucoup neigé, là il pleut, la pluie tombe drue sur beaucoup de villes dans le sud de la Turquie. Donc, ce qui complique énormément l'activité des secours. Par ailleurs, les mairies, beaucoup de mairies ont mis en place des points de distribution de nourriture tellement les habitants ne peuvent pas rentrer chez eux. Oui, vous restez avec nous. On va revenir sur les images de cette journée côté turc avec Jade Lévin. En Turquie, le cauchemar se poursuit. À cause des répliques du séisme et des bâtiments fragilisés, les immeubles continuent de s'effondrer partout dans le pays, comme ici à Elazig. Preuve de l'étendue de la zone dévastée, cette ville est à plus de 300 km de l'épicentre, située à Kahramanmaraş, près de la frontière syrienne. Après la première secousse de magnitude 7,8 survenue dans la nuit de dimanche à lundi, un second séisme, 7,5 sur l'échelle de Richter, a frappé de nouveau. Ce journaliste était alors en plein direct. Témoin de scènes apocalyptiques. À Diyarbakir, les secours escaladent des montagnes de gravats à la recherche de survivants. Des opérations de sauvetage extrêmement dangereuses, car ici aussi, les bâtiments continuent de s'effondrer. Cette femme, sous le choc, est extraite des décombres. Des milliers de personnes sont mortes selon les autorités turques. La population est traumatisée. Il y avait tellement de fumée et de poussière. Ensuite, un autre bâtiment s'est effondré avec un bruit assourdissant. Je suis tombé sur mes genoux et j'ai prié. À Istanbul, la solidarité s'organise. Ses habitants font la queue pour donner leur sang. Il y a énormément de blessés sur les lieux de la catastrophe. Nos concitoyens sont venus nombreux aujourd'hui, mais nous avons besoin d'encore plus de monde. Ces séismes sont les plus importants en Turquie depuis le tremblement de terre de 1999, qui avait causé la mort de 17 000 personnes. La communauté internationale a affirmé son soutien. La France et le Royaume-Uni notamment ont annoncé l'envoi de secouristes sur place.
Ouais, 45 pays au total ont offert leur aide à la Turquie. La Syrie, elle aussi, demande l'aide de la communauté internationale. Damas en appelle aux États membres de l'ONU, au Comité international de la Croix-Rouge et aux ONG. La Syrie, Bruno, qui craint d'être livrée elle-même. Oui, enfin, il y a sans doute cette crainte de la part de la Syrie pour deux raisons. D'abord, le régime de Bachar al-Assad reste quand même très isolée diplomatiquement. Donc, elle sait qu'en gros, elle n'est pas la bienvenue forcément en termes d'aide, même si, dans un cas comme ça, on voit que la solidarité internationale parfois va au-delà des divergences très sérieuses qui peuvent exister entre la Syrie et d'autres pays. On a vu là, ces dernières heures, Israël proposer son aide. Alors, c'est pas très clair. Apparemment, Damas a dit non, nous n'avons pas contacté les Israéliens. Mais on sait que les Israéliens, dans ce genre de catastrophe, on peut se souvenir de ce qui s'était passé à Bam en Iran en 2003, avaient, malgré les relations exécrables entre le régime israélien et le régime iranien, envoyé des secours un peu de manière officieuse. C'est peut-être ce qui va se passer. Le Premier ministre grec, on connaît là aussi les tensions qui existent actuellement entre la Grèce et la Turquie concernant bien sûr Chypre, mais aussi la situation en Méditerranée orientale, a proposé son aide, mais en fait la Syrie, son autre problème, c'est évidemment la situation à Idlib, dans cette zone qui est occupée par les rebelles et qui fait que beaucoup d'ONG savent que pour le moment elles ne pourront pas se rendre. Les seuls qui sont présents, ce sont ce qu'on appelle les casques blancs qui sont dans cette zone tenue par les groupes rebelles, mais on se doute que dans cette zone-là particulièrement, la situation va être très très difficile. Vous comprenez cet isolement syrien, Anne, difficile de proposer une aide à un pays dirigé par Bachar el-Assad où ça ne doit pas du tout entrer en ligne de compte? Non, là, je pense que ça ne doit pas du tout rentrer en ligne de compte, même si, mais enfin, une fois de plus, ça n'est pas à moi de décider, moi j'observe la situation. Même si on voit toujours la géopolitique qui transparaît, même quand il y a des catastrophes, c'est-à-dire qui est le premier à donner son aide, qui téléphone le plus vite. Vladimir Poutine a immédiatement téléphoné à Bachar el-Assad, donc ça c'est un coup de géopolitique. Les Israéliens... Et envoyer aussi ses militaires russes présents sur place, dans les évidemment. décombres en Syrie. Comme Bruno vient de le dire, les Israéliens ont proposé une aide également. Moi, je crois que ce qui est important à dire sur la Syrie, c'est que tout le monde entier se détourne les yeux depuis 12 ans de la catastrophe humanitaire gigantesque qui touche la Syrie. Donc là, grâce à ce tremblement de terre, j'ai un peu honte de dire ça, mais c'est grâce à ce tremblement de terre, on va de nouveau avoir les yeux portés, bon, évidemment sur la Turquie et sur la Syrie. On réalise qu'il y a des populations déplacées, en fait. Exactement. Ouais. La Turquie est le pays qui a le plus de déplacés syriens au monde. Il y en a plusieurs millions. Donc toutes ces catastrophes-là, elles existent, elles ne sont pas évaporées. Et on les redécouvre à la lumière de ce tremblement de terre, de ce dramatique tremblement de terre. Oui, il se trouve que si ce séisme fait autant de victimes, côté turc, cerise sur le c'est qu'il touche des zones densément peuplées, mais qui abritent aussi des centaines de milliers de réfugiés syriens hébergés dans des constructions parfois précaires, il faut bien le dire. Oui, je vous le disais, la zone, elle est très peuplée. Gaziantep, c'est plus d'1 million d'habitants. Diyarbakir aussi. Donc, il y a énormément de Turcs et également de Syriens. Alors, on ne sait pas exactement le nombre, mais c'est des zones qui sont frontalières avec la Syrie. Donc, évidemment, il y a beaucoup de Syriens qui se sont réfugiés là-bas. Il faut aussi savoir que les constructions, elles ne sont pas toujours très solides. Il y a un exode urbain très important. Et donc, du coup, souvent, la quantité a primé sur la qualité et beaucoup de bâtiments ne sont pas très solides. Oui, près de 1300 morts dans le séisme côté syrien. Bruno, vous évoquiez à l'instant le cas de cette province d'Idlib. Peu de chances que le pouvoir syrien permette aux ONG d'accéder et que les armes, d'une certaine manière, se taisent, même si Damas en appelle tout de même à la Croix-Rouge internationale. On peut imaginer qu'un cessez-le-feu s'impose, non ? Écoutez, il faut le souhaiter. Il faut souhaiter que le gouvernement syrien fasse fi de son opposition très forte avec ces groupes rebelles dans la poche d'Idlib, comme on dit, pour que les secours internationaux puissent y accéder. Bon, à l'heure où on se parle, c'est un peu tôt pour se prononcer. Parce que sinon, encore une fois, la situation va être très compliquée. On avait tout à l'heure sur le plateau une représentante d'une ONG qui est basée en Syrie et qui expliquait qu'elle peut intervenir à Alep, à Latakia, à Homs, à Hama, parce que là, il y a des représentations de son ONG, mais elle nous a dit clairement que pour le moment, elle ne pouvait pas accéder
quand même à cette zone. Donc au moment où on se parle, les ONG n'ont quand même pas accès à cette zone. Et on sait que dans ce genre de tremblement de terre, les 3 premiers jours sont absolument essentiels pour retrouver les survivants. Oui, parce qu'on a oublié la situation, mais Idlib est aujourd'hui aux mains des rebelles. Il y a encore des zones entières, des pans entiers du territoire syrien qui échappent au contrôle de l'État. Mais bien sûr. Vous savez, une guerre chasse souvent une autre guerre. Donc aujourd'hui, les médias occidentaux sont beaucoup plus intéressés, si je puis dire, par la guerre en Ukraine. Mais ça ne veut pas dire que les autres guerres dans le monde entier n'existent plus. Il y a, à l'heure où nous parlons, des tas de guerres dont nous ne parlons plus. Donc il y a une espèce de concurrence, entre guillemets, entre les guerres, et les médias ne peuvent pas non plus parler de tout. Donc ce tremblement de terre nous fait revenir à ces situations qui sont extrêmement complexes et qu'il faut prendre en compte. Et il faut aider, il faut se souvenir qu'il y a des ONG qui font ce travail extrêmement important et qui est très dangereux. Le pouvoir syrien qui en appelle à la Croix-Rouge internationale, aux ONG, c'est le signe peut-être qu'il est prêt à laisser l'accès à ces régions-là ? Il est possible que devant l'ampleur des dégâts, il soit absolument dans cet état d'esprit-là. Et on le souhaite. On le souhaite parce qu'on ne peut pas faire de la politique et instrumentaliser un tel événement politiquement. Ça n'est pas possible. Il faut aider. Alors revenons à la Turquie. Il est trop tôt évidemment pour tirer des conclusions. Cerise Sudri-Ledu, mais il se dit que les constructions des habitations ne correspondaient pas vraiment à une zone à risque sismique. On voit là de possibles négligences. Oui, effectivement. Comme je l'ai dit, il y a eu un exode urbain très important. Donc, du coup, beaucoup de gens sont venus se réfugier dans les villes. Il a fallu construire énormément de bâtiments et très souvent, la quantité de construction a primé un peu sur la qualité et beaucoup de bâtiments ne sont pas aux normes sismiques. Le fait qu'il s'agisse de zones à forte population kurde, ça a pu jouer aussi dans le regard que porte le pouvoir sur les efforts à entreprendre ? Alors, c'est difficile à dire pour le moment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en ce moment pour dire que ce terrible séisme s'est passé dans une zone à grande majorité kurde et que justement, elle a été un peu délaissée par le gouvernement et que si les constructions ne sont pas très solides, peut-être que c'est parce que le gouvernement ne s'y intéressait pas beaucoup. Merci Cerise Sudri-Ledu avec nous en direct de Mardin, cette zone frontalière entre Turquie et Syrie. Bruno, c'est un débat qui pourrait déborder sur la campagne électorale en Turquie. On sait que Bachar al-Assad Recep Tayyip Erdogan a avancé les élections d'un mois en Turquie, c'est-à-dire à la mi-mai. Oui, les élections auront lieu le 14 mai et c'est une élection qui ne s'annonce pas forcément facile pour Recep Tayyip Erdogan. Bon, est-ce que les oppositions vont utiliser quand même cette question qui va ressurgir quand même, je pense, de l'urbanisation un peu à marche forcée qui a été conduite notamment dans le sud. Il faut savoir que lors du dernier tremblement de terre en 1999 à Izmit, il y avait eu ensuite en 2004 une législation qui avait été adoptée et qui rendait en principe obligatoire, si on comprend bien sur toute l'étendue du territoire turc, la mise en place de normes antisismiques au moment de la construction des bâtiments. Visiblement, ça n'a pas été toujours très suivi, même si, bien sûr, tous les bâtiments ne datent pas de 2004 et des années qui ont suivi. Oui, rappelons qu'effectivement, il y a un contentieux réel entre le pouvoir turc et une partie de sa population kurde aujourd'hui, Aniva, sans faire de rapprochement forcément avec les effets qu'on observe aujourd'hui de ce séisme. Ah mais bien sûr, ce contentieux n'est pas nouveau. Raphaël, ce contentieux est ancien, ce contentieux n'est absolument pas réglé et il déborde sur, moi qui ai beaucoup été en Irak voisine, sur l'Irak et la position justement indépendante des Kurdes du Kurdistan irakien voisin a toujours fait envie aux Kurdes de Turquie. Donc pour toutes ces raisons, ces élections seront extrêmement importantes à suivre et ce tremblement de terre, rajoute un drame. Donc il va falloir, en plus de tout le reste, justement, essayer de ne pas penser politique et de penser efficacité et à sauver des personnes humaines. Recep Tayyip Erdogan en appelle d'ailleurs à l'union sacrée, le temps effectivement de reconstruire. Il vient d'ailleurs de décréter 7 jours de deuil national. On en vient à l'autre actualité du jour. Le président tchadien de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, en visite ici même à Paris pour un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron à l'Élysée. On ignore le contenu précis des discussions, mais notre rédacteur en chef Afrique, Stéphane Ballong, est avec nous pour décrypter les enjeux de cette visite. Bonjour Stéphane, une visite qui est loin d'être anodine dans le contexte actuel, celui d'une France qui cherche peut-être des points d'appui dans la lutte anti-djihadiste au Sahel après le retrait de ses militaires
d'abord du Mali, puis du Burkina Faso. Une proximité aujourd'hui avec le pouvoir tchadien, d'une certaine manière obligé par les événements? C'est vrai, Paris a besoin d'alliés dans la zone du Sahel. On sait que la France travaille à une nouvelle stratégie militaire dans cette région depuis, vous l'avez dit, le retrait de ses militaires au Mali et bientôt au Burkina Faso. On peut tout à fait imaginer, on peut tout à fait supposer que le Tchad, qui est un partenaire historique de la France, puisse jouer un rôle stratégique dans cette nouvelle stratégie. Qui est une puissance militaire aussi, considérable. Absolument. Tchad, important pour plusieurs raisons. Je le disais tantôt, c'est un partenaire historique. C'était vrai déjà à l'époque du père de l'actuel président, Idriss Déby Itno, qui est décédé en avril 2021. D'ailleurs, il faut le rappeler, ce pays, le Tchad, abrite aujourd'hui l'une des plus importantes bases militaires de la France en Afrique, la base aérienne de Fort Lamy. Et ensuite, pourquoi le Tchad est important? Le Tchad est important pour la France parce que c'est un membre clé de ce qu'on appelle le G5 Sahel. Le G5 Sahel aux côtés du Niger, qui est aussi devenu, par la force des choses, un partenaire stratégique de la France. Donc le Tchad, le Niger, la Mauritanie et encore le Burkina Faso. On ne sait pas pour combien de temps, mais de fait, le Burkina Faso fait partie de cet ensemble-là. Il se trouve que le Tchad, justement, organise, avant la fin de ce mois, le sommet de ce G5 Sahel. Et pour Paris, évidemment, il faut entretenir de bonnes relations avec le Tchad. Une proximité avec le pouvoir militaire tchadien, qui a d'ailleurs fait à la France, d'une certaine manière, oublier un peu les conditions de cette transition. La France qui a semblé moins sourcilleuse avec le Tchad qu'elle ne l'a été avec le Mali et le Burkina Faso. Et c'est souvent reproché à Paris, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que les gens ont un sentiment de poids, de mesure de la part de Paris quand il s'agit du Tchad. On se souvient de ce jeudi dramatique à N'Djamena lorsque des manifestants ont été réprimés dans une manifestation convoquée par l'opposition a été réprimée dans la violence. On parle d'un bilan de 50 morts. Il est tout à fait possible que la réalité soit autrement plus lourde. Idriss Déby fait face à de vives critiques. D'abord parce qu'il a, à l'issue d'un dialogue national, prolongé la période de transition qui devait durer initialement 18 mois. Ensuite, parce que contrairement à ses engagements, il a la possibilité maintenant de se présenter au scrutin présidentiel à l'issue de la période transitoire. On voit bien qu'on peut légitimement s'attendre à ce que la France soit ferme vis-à-vis de ce pays, mais on comprend que Paris a fait le choix du pragmatisme dans ce dossier tchadien. Et une venue qui intervient, hasard du calendrier, avec la visite qu'effectue demain mardi Sergueï Lavrov au Mali dans le cadre de la tournée africaine qu'il effectue actuellement le ministre russe des Affaires étrangères. Elle devrait consacrer le rapprochement entre Moscou et Bamako au détriment de Paris. Absolument. De fait, le divorce est consommé entre Paris et Bamako. Et c'est une visite hautement symbolique. Et vient confirmer, vous le dites bien, ce rapprochement qui est entamé depuis plusieurs mois entre Bamako et Moscou. Selon le programme officiel que les autorités maliennes ont communiqué, Sergueï Lavrov sera reçu d'abord par son homologue Abdoulaye Diop et ensuite par le colonel Assimi Goïta. Il ne fait aucun doute qu'il va recevoir les honneurs dignes de ceux qu'on peut réserver à un chef d'État. Pour Assimi Goïta, l'enjeu est tout aussi important et c'est le moment de montrer au reste du monde que j'ai des nouveaux partenaires, qu'il a de nouveaux partenaires, des partenaires influents qui lui manifestent du respect et de la considération. Pour Sergueï Lavrov, il s'agit pour lui de montrer que malgré les vives critiques dont la Russie fait l'objet en raison de l'invasion de l'Ukraine, la Russie possède malgré tout, compte parmi tout, malgré tout des alliés, des amis hors du monde occidental. Merci. Et si vous le permettez, juste, il faut rappeler, et je pense que c'est important, Lavrov est en tournée depuis plusieurs jours maintenant sur le continent. Et pour lui, c'est l'occasion... C'est surtout son troisième voyage en Afrique depuis 6 mois. Absolument. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de préparer le prochain sommet Russie-Afrique, qui va être pour la Russie un moment de démonstration au reste du monde.
qu'il possède, qu'il compte des amis qui sont nombreux sur le continent. Merci Stéphane Ballon, rédacteur en chef Afrique de France 24. On va l'évoquer justement, cette visite avec Bruno et Anne Niva. Anne, la concomitance de ces visites, elle traduit bien la stratégie russe d'étendre sa zone, en tout cas sa présence dans la zone d'influence traditionnelle de la France. Je crois que oui, si l'État russe peut, en plus damer le pion à la France, il le fera avec plaisir. Mais je crois que ça n'est pas le sens premier de cette visite. C'est la 3e, comme nous venons de le dire, sur le continent africain depuis 6 mois. Et le premier but, c'est de développer en Afrique la vision russe du monde. C'est-à-dire le fait que c'est le multilatéralisme, en fait. Propager le discours russe sur l'Ukraine. C'est évidemment le premier but. Le deuxième, c'est bien sûr de signer des accords de coopération, qu'ils soient militaires, qu'ils soient économiques, etc. Mais c'est surtout montrer qu'il y a des pays hors de la Russie qui sont sur cette ligne, qui est la ligne défendue par Vladimir Poutine, qui est celle de l'ordre international multipolaire. Donc, Sergei Lavrov, qui n'est pas le chef d'État russe, mais qui est quand même sa voix, une de ses voix les plus fidèles, donc il est le ministre des Affaires étrangères, il s'est rendu en Afrique du Sud, également au mois de janvier. En Afrique du Sud, cette visite avait été quand même extrêmement remarquée parce que la chef de la diplomatie d'Afrique du Sud avait prononcé, en parlant de la Russie, le mot « ami », qui avait quand même étonné tout le monde. À la veille de manœuvres militaires conjointes russes, Afrique du Sud et Chine. Donc ça, c'est très important. Et quelques jours plus tard, je crois que c'est fait ou ça va bientôt se faire, vous me direz si je me trompe, là, une diplomate américaine va venir en Afrique du Sud pour, évidemment, contrer les effets diplomatiques de la visite de Lavrov. Donc on voit bien que l'Afrique, dans son entièreté, est courtisée par les grandes puissances de ce monde. Et en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine, dont on va fêter, entre guillemets, parce que je ne sais pas si le mot est bien dit, voilà. Célébrer d'une certaine manière. Célébrer, enfin je ne sais pas, les 1 an, disons, de guerre, c'est ce que la Russie, c'est le message qu'elle veut faire passer, que la Russie n'est pas seule, tout simplement. Il y a un lien, justement, Bruno Darroux, entre cette présence et la guerre en Ukraine, une concomitance. La Russie, on le sait, elle s'est implantée sur le continent africain avant, évidemment, le début de cette guerre. Oui, mais je pense qu'elle a profité, bien sûr qu'il y a un lien avec la guerre en Ukraine, mais elle a profité de l'existant pour essayer de s'en servir comme levier d'influence, effectivement, pour dire que sur la scène internationale, contrairement à ce que raconte l'Occident, eh bien, la Russie n'est pas isolée. Elle a non seulement des grands pays comme l'Inde, comme la Chine, mais évidemment ce nouveau continent, en quelque sorte, puisque je dis nouveau continent dans le sens où il a pro, effectivement, de plus en plus, il attire en tout cas de plus en plus les grandes puissances, non occidentales, Russie, Chine, occidentales, les États-Unis, qui ont compris qu'il fallait qu'ils se réinvestissent en Afrique. Alors eux, ils représentent l'Occident. Est-ce que c'est pour contrebalancer le relatif déclin français, ou est-ce que ça répond aussi à des impératifs économiques, difficiles de le dire? Mais en tout cas, la Russie a compris aussi qu'elle pouvait compter sur certains pays africains. Alors, dans le cas du Burkina et du Mali, c'est quand même des régimes dont la légitimité est contestable et contestée, mais pour la Russie, peu importe, à partir du moment où il y a une part aussi qu'on évoque assez peu souvent, mais un peu de butin, c'est peut-être un peu fort, mais il y a des richesses aussi à trouver là-bas pour la Russie. Le rôle que joue la milice Wagner, je pense qu'on le surestime peut-être un peu, mais enfin, il est réel. Ou alors, il sert en quelque sorte à aider ses pouvoirs à se maintenir en place, notamment dans les grandes villes et surtout dans les capitales. Mais la Russie, ça peut lui servir aussi très concrètement, comme l'ont fait d'autres pays, comme l'a fait la France, notamment dans les votes à l'ONU, pour montrer là encore que dans cette enceinte internationale, la Russie n'est pas isolée. C'est la Russie ou c'est Wagner, Anne, justement, quand on parle du Mali ? C'est d'abord Wagner, mais Wagner, c'est la Russie. Mais ce que je voudrais dire, qui me semble important, parce que c'est la Russie se pose en Afrique, et vraiment, elle en joue comme l'héritière de l'URSS. Et c'est, si vous voulez, le seul point positif, politiquement parlant, vis-à-vis de l'Occident, de cette hérédité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Russie
l'URSS a soutenu les mouvements de décolonisation en Afrique, et notamment en Afrique du Sud, en étant très présent aux côtés de l'ANC, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans le soft power russe, dans la diplomatie russe, et Lavrov en joue et en surjoue, justement, joue à l'encontre de ce qu'a fait la France, puisque au Mali, au Burkina Faso, etc., on a des attitudes qui reprochent à la France ce qu'elle a pu être en Afrique. Et évidemment, tout cela est immédiatement instrumentalisé, utilisé par la diplomatie russe pour dire, mais voyez, nous avons été en faveur de la décolonisation et nous sommes toujours là aujourd'hui pour vous aider, donc faites-nous une place. Que ce soit Wagner, vous avez raison, Raphaël, qui était là depuis des années sans vraiment le dire. Centrafrique aussi, d'ailleurs. Exactement, Centrafrique. Et sans dire, finalement, sans crier sur les toits que Wagner, c'était la Russie, mais maintenant, depuis quelques mois, grâce, entre guillemets, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Yevgeny Prigojine, qui est le créateur et le dirigeant de cette milice Wagner, a lui-même maintenant dit qu'il était, oui, il le revendique, il assume, il est sorti du bois. Et je crois même qu'il en est fier. Eh ben, écoutez, on verra en tout cas dans les prochaines semaines, et à commencer par demain, bien sûr, ce qui se dira à l'occasion de la venue de Sergueï Lavrov. Va-t-il s'afficher ouvertement avec les hommes de la milice Wagner à Bamako? Ça reste une question, peut-être, Stéphane, on ne sait pas si c'est prévu. Je vois difficilement comment il le ferait, puisque officiellement les autorités maliennes n'ont jamais reconnu que Wagner opérait sur le terrain, même si Sergueï Lavrov, entre-temps, a reconnu que cette présence était effective, mais dans le cadre d'un accord commercial. Donc on imagine mal, j'attends de voir, Lavrov s'exprimer officiellement sur la présence de Wagner. Lavrov et Prigojine l'un à côté de l'autre, ça m'étonnerait. À voir demain, on vous en parlera. On vous en parlera, à n'en pas douter, dans On va plus loin demain avec Bruno Darou à mes côtés, puis ce sera Marie-Roger Biloa. Restez avec nous, merci à Stéphane Ballon d'avoir été avec nous, et évidemment, comme chaque lundi, à Anne Niva qui était dans On va plus loin. Prochain journal dans 3 minutes, restez avec nous dans Paris Direct.